Merci Philippe. Je propose maintenant, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires par rapport à ces points mis à l'ordre du jour, de débuter la séance neurochirurgicale sur les actualités dans la prise en charge chirurgicale des tumeurs de la base du crâne. Et j'appelle les deux modérateurs, Emmanuel Cuny de Bordeaux et Pierre-Hugues Roche de Marseille, qui vont se joindre à moi pour la modération de la séance. Merci. Écoutez, c'est pour nous, neurochirurgiens, et pour le Collège de neurochirurgie que je préside, un honneur d'être devant votre assemblée. Lorsque j'ai été contacté, on m'a demandé un peu quelle actualité neurochirurgicale on pouvait discuter devant votre assemblée. Il m'est semblé important et intéressant de parler de la chirurgie de la base du crâne, qui est une chirurgie en pleine évolution, avec parfois des techniques lourdes, d'autres moins lourdes, et je crois beaucoup de nouveautés très intéressantes et très novatrices. Et je propose donc qu'on commence tout de suite avec Pierre-Hugues Roche. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, merci de votre invitation. On est effectivement très honoré d'être présent et de pouvoir un peu survoler la pathologie de la base, qui est un domaine fort complexe, à la croisée des chemins de plusieurs spécialités. Mais disons qu'on va vous montrer ce que les neurochirurgiens aujourd'hui... comment les neurochirurgiens appréhendent ce problème, bien sûr en collaboration avec les autres spécialités. Alors moi j'ai un topo qui est un topo un peu général pour introduire un peu le propos qui sera plus technique, qui sera réalisé par mes amis et collègues. Voilà, on m'avait demandé de parler un peu d'anatomie et de clinique, de radiologie et de problématiques thérapeutiques. Alors, cette base du crâne, en fait, c'est une enceinte osseuse qui va donc séparer, ostéoméningée, si j'ose dire, qui va séparer le contenu encéphalique des cavités faciales et cervicales. En ostéologie, c'est assez simple. On a une sorte d'escalier à trois marches. Mais enfin, si on y regarde de plus près, et je dois cette diapositive à notre ami, à mon collègue et ami Dominique Fournier, qui est anatomiste et neurochirurgien à Angers, on voit bien que les choses sont bien plus compliquées que ça, parce qu'il y a un environnement neurovasculaire qui est extrêmement complexe. Et tout de suite, on s'aperçoit, là c'est un sinus caverneux du côté droit, opéré, exposé, on s'aperçoit de la complexité des éléments anatomiques qui viennent se mettre au contact de ces tumeurs de la base du crâne, puisque ce sont des tumeurs dont nous allons parler. Alors, l'anatomie pour le chirurgien, elle est descriptive, mais ça c'est l'anatomie des livres, et très honnêtement, pour nous, elle est de peu de recours, si ce n'est de savoir quel nerf passe par quel trou de la base. Ça va pas beaucoup nous aider pour opérer nos patients. L'anatomie, elle est éminemment chirurgicale, et on peut pas faire d'anatomie chirurgicale sans faire de la dissection en simulant des voies d'abord. Ici, vous voyez représenté du côté droit une exposition du foramen jugulaire dans son entier, en gardant le noyau labyrinthique. Ici, un sinus caverneux et les structures qui y sont reliées. La complexité vient aussi du fait qu'en pathologie, cette anatomie, elle va être considérablement déformée par le processus tumoral qui va occuper la base du crâne. Alors, comment on classe ces tumeurs? Alors, il y a un catalogue, bien sûr, on peut les classer selon leur topographie. Est-ce que ces tumeurs sont intra- ou extradurales? Ça, c'est un élément qui est capital dans la prise en charge de ces patients. On peut les classer en fonction de leur agressivité histologique. S'agit-il de tumeurs bénignes ou plutôt plus agressives? Quelle est la fréquence de ces tumeurs? On le verra grosso modo. Et enfin, quel est le tissu d'origine? Et en fait, en général, on établit un espèce de mixte de ces différentes lésions, de ces différentes sous-catégories de classification pour aboutir à la chose suivante. Les tumeurs dont on s'occupe le plus au niveau de la base du crâne sont les méningiomes. 30 à 40% des méningiomes intracrâniens envahissent peu ou prou la base du crâne, ce qui fait une incidence de 4,5 pour 100 000 et par an, que l'on va donc diviser par 2 ou par 3. Ensuite viennent les schwannomes, au premier rang desquels se situent les schwannomes vestibulaires, du nerf vestibulaire. Là, on est à 1 pour 100 000 et par an. Même chose pour les adénomes hypophysaires, qui sont une problématique très très particulière, on le verra, avec la même incidence. Et puis beaucoup plus rarement, dans les lésions bénignes, des kystes épidermoïdes, ce ne sont pas vraiment des tumeurs, mais elles se comportent comme des tumeurs. Et puis des lésions encore plus rares, des paragangliomes, des angiofibromes, qui posent des problèmes très spécifiques. Après, nous avons les lésions malignes. On peut classer dans ces lésions malignes les chordomes, qui sont des tumeurs vraiment primitives de l'os, du clivus et de la jonction sphénoclivale. Les métastases, il ne faut jamais les oublier. Certains cancers, comme la prostate, le sein, sont fort pourvoyeurs de localisation secondaire au niveau de la base. On a des fois la surprise de voir des lymphomes, et puis des tumeurs qui viennent des cavités ORL et qui vont se développer dans le compartiment intracrânien. Je pense au carcinome de l'ethmoïde en particulier. Et puis on a des lésions qu'on ne peut pas classer en bénin, malin,
sain. Les chondrosarcomes sont pour les os longs des tumeurs éminemment agressives, pour les vertèbres aussi. En pathologie de la base du crâne, ce sont des tumeurs très calmes. En général, elles évoluent assez peu. Et puis ensuite, il y a encore des lésions complètement inclassables, ce qu'on appelle des pseudo-tumeurs inflammatoires qui se présentent comme des tumeurs. Je vous en montrerai un exemple pour lesquels on se fait facilement piéger en termes de diagnostic différentiel. Alors, la présentation clinique de ces tumeurs de la base du crâne, elle est assez simple finalement, elle est essentiellement siège dépendant, et en fait elle est dépendante de l'étage qui va être infiltré par la tumeur. Pour vous donner ici un exemple, c'est une tumeur qui est un méningiome pétroclival du côté droit, et ce gros cordon blanc que vous voyez ici, c'est le nerf trijumeau que l'on a disséqué dans la portion cisternale, et ici dans le cavum de Meckel, ou compartiment paracellaire. Vous voyez qu'on a tout autour de ce nerf trijumeau un méningiome qui est là, et va donc expliquer des signes locaux à type de névralgie ou d'hypoesthésie trigéminée. Donc vraiment, les nerfs crâniens sont de loin les premiers atteints, fonction de la localisation de la lésion. Après, on a des signes qui sont volume dépendants. Quand on a des tumeurs qui sont assez plus grosses, qui évoluent, on a bien sûr nos nerfs crâniens qui sont atteints, comme par exemple ici un méningiome de l'étage antérieur qui va bien sûr être responsable d'une anosmie, mais également on va avoir des syndromes focaux, un syndrome frontal de ce côté-là, et puis des signes d'hypertension intracrânienne. Et dans certains cas, comme dans ce cas qui était un cas tout à fait intéressant, une hydrocéphalie. Alors cette patiente, quand je l'avais vue, c'était une patiente assez jeune et qui était adressée parce qu'elle avait des signes cliniques d'hypertension intracrânienne avec une hydrocéphalie. Vous voyez bien qu'il y a une dilatation triventriculaire parce que la tumeur du clivus est compressive sur l'aqueduc de Louchka et le Magendie. Et cette femme, elle avait une particularité, c'est qu'elle n'arrivait pas à pleurer, elle n'arrivait pas à déclencher de pleurs. Qui est une fonction qui est contrôlée par le tronc. Et lorsqu'on a décomprimé cette tumeur, dès le lendemain, elle pouvait pleurer à nouveau. Donc ça, c'est des choses tout à fait exceptionnelles et assez étranges. Après, il y a des manifestations cliniques qui sont bien sûr histologie dépendantes, et c'est l'apanage des adénomes hypophysaires qui vont se manifester par un syndrome endocrinien que le professeur Dufour détaillera peut-être tout à l'heure. Et enfin, on a d'autres lésions qui peuvent être des lésions sécrétoires, sécrétantes, comme les paragangliomes qui sont situés au niveau jugulo-tympanique. Certains d'entre eux peuvent être sécrétants. Alors, la radiologie, c'est une donnée essentielle du diagnostic. Je crois qu'aujourd'hui, très souvent, les tumeurs sont découvertes par la radiologie, alors que la clinique est relativement fruste. Cette radiologie, elle va pouvoir mettre en évidence des variations de la base du crâne elle-même. Et vous voyez ici, par exemple, une agénésie du canal carotidien du côté gauche sans carotide. Vous voyez ici un rocher éminemment pneumatisé, en scanner en fenêtre osseuse, sans cellules, avec juste un antre mastoïdien et pas d'autres cellules. Donc ça, c'est une variante importante que nos amis otologistes connaissent bien. Et puis à l'inverse, ici, un rocher qui est hyper pneumatisé, avec ici une procidence du golfe de la jugulaire, et donc un rocher qui est très pneumatisé, ce qui a une incidence en termes de choix de voie d'abord lorsqu'on doit opérer ces tumeurs, parce qu'on va pouvoir céder de la pneumatisation du rocher pour opérer. Donc la radiologie, elle est utile pour diagnostiquer les variations, elle est bien sûr fondamentale pour diagnostiquer la tumeur, son impact, nous aider en tant qu'outil thérapeutique, vous le verrez, en tant qu'outil embarqué au bloc opératoire également dans certains cas, et enfin en tant qu'outil post-opératoire. Alors là, par exemple, on est dans le diagnostic radiologique des méningiomes, il n'y a pas de doute que toutes ces tumeurs sont des méningiomes, ça souffre quasiment aucune discussion. Les trois du bas sont des méningiomes de la base, et vous voyez ici représenté un méningiome de l'étage antérieur, un méningiome de l'étage moyen ou paracellaire, et un méningiome de l'étage postérieur, collé contre le cervelet et l'angle pontocérébelleux. Voici ici un cas de neurinome, schwannome. Ça n'est pas un schwannome du vestibulaire. J'ai voulu vous montrer ici un aspect typique de schwannome du trijumeau, qui est la deuxième localisation des schwannomes en intracrânien. Et vous voyez que c'est une tumeur dite en sablier. Il y a une composante qui est dans le cavum de Meckel et puis une composante macrokystique qui vient ici dans la région de l'angle pontocérébelleux et pétroclival. Si on faisait sur cet examen une séquence de diffusion, on s'apercevrait qu'on a un aspect typique de kyste épidermoïde. Là, c'est un T2. Vous voyez le signal du kyste épidermoïde. C'est assez impressionnant avec une tumeur qui va refouler son trijumeau. Donc on a vraiment un diagnostic radiologique aujourd'hui avec des séquences standards qui nous permettent d'avoir pas une certitude, mais vraiment une quasi-certitude quasiment du diagnostic histologique, en tout cas une approche du caractère agressif ou non de la lésion et de son extension et de ses rapports anatomiques. Ici, un aspect de chondrosarcome assez typique en hyposignal T1, hypersignal T2, d'un chondrosarcome de la région paracellaire. Ici, un autre aspect assez typique d'un kyste épidermoïde du rocher lui-même, de la pointe du rocher. C'est important de voir cette image parce que cette tumeur est purement extradurale, elle n'est pas intradurale. Donc si le chirurgien choisit une voie intradurale pour opérer cette tumeur, il ne verra jamais la tumeur. Il verra la dure-mère refoulée, alors que dans ce cas-là, la tumeur fait la voie d'abord pour le chirurgien.
Alors malheureusement, il y a des cas où la radiologie est en échec. Par exemple, ici, c'est une malade que nous avions vue avec mon ami le professeur Régis. Elle nous avait été adressée avec une évolutivité très très spectaculaire de sa symptomatologie, une exophthalmie, une quasi-cécité, une ophtalmoplégie, sur une tumeur qui avait beaucoup grossi en quelques mois. Et on avait la conviction que cette tumeur, radiologiquement en tout cas, était un méningiome agressif ou une tumeur extrêmement agressive. Et j'avais dû opérer cette patiente sur cet argument-là. Et on était tombé sur une pathologie très rare qu'on appelle une maladie de Rosé-Dorfman, qui est une maladie inflammatoire plasmocytaire. Là aussi, un autre cas d'une tumeur qui évoque un méningiome du compartiment paracellaire et qui, en fait, opératoirement, était ce qu'on appelle une pseudo-tumeur inflammatoire, c'est-à-dire une prolifération plasmocytaire. Donc, des fois, l'imagerie ne permet pas d'avoir le diagnostic de certitude. Ici encore, un autre cas d'une patiente avec une symptomatologie bruyante de diplopie, de névralgie trigéminée, et qui, en fait, s'était révélé être un lymphome de cet endroit-là, ce qui est relativement inhabituel, mais classique. Alors la radiologie, elle a un intérêt également pour nous aider en préopératoire. Avant d'opérer, et la radiologie interventionnelle joue un rôle dans la pathologie de la base du crâne, moins que par le passé, mais toujours. Là, vous voyez, c'était un jeune garçon de 18 ans issu du Bénin qui avait été biopsié d'une tumeur. Vous voyez ici la déformation faciale d'une lésion qui sortait par le nez et une biopsie qui avait déclenché un épistaxis massif. Et en fait, lorsqu'on regarde les images, on a un aspect typique de fibrome, d'angiofibrome juvénile nasopharyngien, qui est vraiment un aspect assez typique. Ce sont des lésions bénignes, très vascularisées, qui se développent à partir de la plaque ptérygoïdienne et qui sont éminemment vascularisées. Et vous le voyez ici, cette tumeur recrute des branches de la carotide externe et aussi des branches de la carotide interne intracaverneuse. Et là, il y a un rôle à l'embolisation préopératoire. Ça, c'est très très important pour nous, ça nous aide beaucoup. Après, la radiologie peut avoir un aspect fonctionnel. On a l'habitude opératoirement d'évaluer la position du nerf facial sur un schwannome vestibulaire en avant, mais on a maintenant des techniques de tractographie qui nous permettent de prédire la position du nerf facial sur une chirurgie d'un schwannome vestibulaire avant d'opérer, ce qui a quand même un intérêt pour le chirurgien en termes de préservation du nerf. Alors au bloc, on cède de la radiologie que j'appelle embarquée pour faire de la neuronavigation. On superpose les structures, on peut tourner autour, voir la carotide, le tractus optique et par rapport à la tumeur. Il y a des choses qui sont encore plus intéressantes, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Ça, c'est une patiente que j'avais opérée en collaboration avec nos amis de Genève. Ils arrivent dans leur microscope à injecter tout un tas de choses, la carotide, les canaux semi-circulaires, le nerf facial, et à réajuster en permanence la position de ces structures très importantes pendant l'intervention, sans déformation de l'imagerie, et ça nous permet quand même d'avoir une sécurité dans l'exposition de ces fameuses structures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Maintenant, ça se fait aussi pour le vasculaire, très bien. Enfin, c'est quelque chose qui est en plein développement. Et puis, il y a des structures qui ont la chance, comme ici à Yale. Un de mes amis m'avait montré sa diapo. Il travaille dans une salle hybride où il a l'IRM, l'angiographie, et bien sûr la table opératoire dans la même salle, ce qui lui permet de faire du geste endovasculaire, de contrôler ce qu'il enlève pendant l'intervention. Donc ça aussi, c'est une avancée qui est importante et qui est un outil qui me paraît pertinent pour le futur. Alors la radio, elle peut nous aider aussi en post-op. Là, vous voyez ce fameux angiofibrome juvénile que je vous ai montré, que nous avions opéré par voie haute, avec des suites éminemment simples, avait présenté un épistaxis massif au 3e jour post-opératoire, avec un faux anévrisme de la carotide intracaverneuse du côté droit. Et nos amis neuroradiologues interventionnels avaient pu boucher cette carotide un peu dans l'urgence et tarir cet épistaxis. Alors, un mot sur le traitement, enfin un mot important sur le traitement, il y a des enjeux à ce traitement. Ça, c'est une diapo que j'avais prise aux États-Unis à un congrès international récemment, et je trouve que ça s'applique assez bien à la chirurgie de la base du crâne, parce que ce sont des aspects qui terrifient le neurochirurgien, et qui terrifient le neurochirurgien de la base du crâne. Avoir un œdème cérébral quand on opère, avoir un problème de contrôle vasculaire quand on opère, des lésions des nerfs crâniens, ça c'est typiquement l'enjeu de nos tumeurs de la base du crâne lorsque l'on opère. Pour revenir sur une perspective historique, la chirurgie de la base du crâne, ça date pas d'hier. Ça date du début du XXe siècle. Des otologistes et des neurochirurgiens avaient déjà commencé à opérer ces tumeurs-là en utilisant des voies d'abord très sophistiquées, translabyrinthiques, etc. Mais finalement, en abandonnant assez vite, ils n'avaient pas le microscope opératoire, l'anesthésie était au point que vous pouvez imaginer, pas de monitoring des nerfs. Et les choses se sont vraiment développées entre les années 60 et les années 90, d'ailleurs par un double canal, le canal des otologistes d'un côté et le canal des neurochirurgiens de l'autre. Et
toutes les voies compliquées de chirurgie de la base du crâne, dont certaines particulièrement délabrantes, comme vous pouvez le voir ici, se sont développées jusque dans les années 90. Et puis après, il s'est passé un certain nombre de choses. On a eu d'autres outils, hein, on a eu la radiochirurgie qui est arrivée, qui était là depuis un moment, mais enfin qui a vraiment été exploitée de manière très nette. L'endoscope est arrivé, et puis la façon dont on évaluait les patients aussi a changé. Hein. On s'est aperçu qu'il fallait peut-être être moins délabrant. On comprenait mieux l'histoire naturelle de ces maladies qui, pour beaucoup, étaient bénignes. Du coup, on est revenu à des procédures qui étaient probablement moins invasives. Et si vous regardez ce schéma, ça c'est la façon dont à Marseille on prend en charge les schwannomes vestibulaires. On n'opère plus qu'un petit nombre de schwannomes vestibulaires, puisque les intracanalaires aujourd'hui sont surveillés ou traités en radiochirurgie. Ce qu'on appelle les stades 2 et 3, c'est-à-dire les tumeurs non menaçantes, sont traités en radiochirurgie. Et puis nous n'opérons que les grosses tumeurs, c'est-à-dire les stades 4 qui vont comprimer le cerveau, parce qu'en termes de qualité de vie sur les stades 2 et 3, en termes de possibilité de retourner au travail, etc., il y a une grosse différence entre l'exérèse microchirurgicale et la radiochirurgie, encore une fois en termes de mortalité. Voilà, et d'ailleurs ici vous voyez l'inversion des courbes d'activité de schwannomes vestibulaires dans notre centre, mais ça c'est un chiffre mondial. Aujourd'hui, le nombre de malades traités en radiochirurgie pour un schwannome a dépassé largement le nombre de patients opérés. Alors, quelle est la réflexion chirurgicale lorsqu'on doit opérer certains de ces patients, parce qu'il faut toujours opérer bien sûr. D'abord il faut définir la cible, où est-ce qu'elle est située, de quoi s'agit-il, plutôt méningiome, kyste épidermoïde, neurinome, quand est-ce qu'il faut opérer. Il y a des malades qu'il ne faut pas opérer trop tôt, et il y a très certainement des patients qu'il ne faut plus opérer lorsqu'ils sont en trop mauvais état, et ça fait partie des pièges de notre métier, hein. On se lance dans des chantiers, comme on dit, et des fois il faut savoir renoncer à certaines chirurgies sur des patients qui sont trop invalidés. Et puis comment opérer, pour quel objectif? Lorsqu'on a des lésions multifocales ou inflammatoires, on va juste faire une biopsie chirurgicale. Lorsqu'on a des lésions bénignes qui sont compressives, un schwannome vestibulaire ou un méningiome, on n'est pas tenu de faire une exérèse radicale au prix d'une altération de la fonction des nerfs crâniens. Et puis inversement, lorsqu'on a des lésions qui sont localement agressives, un chordome ou un chondrosarcome, on va plutôt proposer une chirurgie optimale, parce qu'on sait que derrière, on n'a pas beaucoup d'armes thérapeutiques. La stratégie chirurgicale, pour aller rapidement, je vais vous en montrer 2 ou 3 exemples. Voilà ici une patiente qui avait été multi-opérée d'un hémangiome un hémangiopéricytome du sinus caverneux, qui est une tumeur éminemment agressive. Vous voyez la tête que ça a, c'est une tumeur récidivante. Dans ce cas-là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut faire ce qu'on appelle une exentération caverneuse. Il faut enlever le sinus caverneux, l'orbite, enfin tout le contenu orbitaire en bloc. Et c'est ce qu'on avait fait, ce qui n'a pas empêché cette patiente de récidiver et de décéder au bout de 3 ans. Un autre cas de méningiome pétroclival complexe, où là, c'est bénin, on a d'autres armes thérapeutiques, il faut décomprimer le tronc cérébral, améliorer la fonction et laisser un goût pour la radiochirurgie. Il ne faut pas aller trop loin. Ça, c'est une patiente que j'avais opérée, ça illustre mon propos, et c'est une de mes dernières diapos. C'est une patiente que j'avais opérée qui était hémiparétique, avec une tumeur qui avait beaucoup évolué. Voilà, il y avait un moment donné où il fallait s'arrêter. Malheureusement, cette patiente a fait un infarctus cérébelleux supérieur, comme la montre cette séquence de perfusion ici, et elle est décédée dans les suites de cet infarctus du tronc cérébral, parce que la chirurgie a été probablement trop agressive et non indiquée. Alors, il y a des paramètres qui permettent de prédire le risque chirurgical, il y a des échelles pour ça. En fait, il y en a assez peu, et c'est surtout du domaine du jugement du chirurgien, savoir s'arrêter à un certain moment et laisser un résidu critique pour éviter de provoquer des lésions fonctionnelles à nos patients. Alors, en résumé, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que ces pathologies sont le plus souvent bénignes, elles sont de croissance lente et en général paucisymptomatiques, certaines sont même découvertes de manière fortuite, donc il faut rester très conservateur assez longtemps. L'évaluation doit se faire de manière multimodale, vous avez vu l'importance de la radiologie et probablement de l'endocrinologie pour les adénomes hypophysaires. Le diagnostic, il est assez clair en général sur la radiologie. La décision doit être strictement pluridisciplinaire. Ça relève vraiment du domaine de la surspécialité. Et en tout cas, nous, on a la conviction qu'il va falloir que ces patients soient pris en charge dans des centres de compétences où il y a un gros flux de patients pour bénéficier de l'expertise et de l'outil de ces institutions. Je vous remercie de votre attention. Merci Pierre-Hugues. On a quelques minutes de discussion sur ce dont tu viens de nous exposer, qui a brossé un tableau assez général et rapide de ce qu'est la neurochirurgie de la base aujourd'hui, avec, vous l'avez vu, une dimension technologique importante, et vous allez avoir d'autres exemples tout à l'heure. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Sinon, nous allons passer à l'exposé suivant avec... Oui, pardon. Simplement, assez
béotienne. C'est par rapport aux lésions bénignes. Comment vous déterminez le délai de surveillance quand vous décidez de ne pas opérer? Et la deuxième, c'est pour les exérèses. Est-ce que vous pratiquez les exérèses en monobloc ou par fragmentation? Est-ce que ça dépend du type de tumeur? Bon, ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Bien sûr, les tumeurs que l'on décide de surveiller sont surveillées de manière séquentielle, radiologiquement et cliniquement. Lorsqu'on voit un patient pour une première fois et qu'on n'a pas de preuve, on n'a pas de notion d'évolutivité, on va le recontrôler dans les 3 à 6 mois quand même. Et puis ensuite, ce sera une IRM manuelle pendant les 5 premières années et ensuite tous les 2-3 ans. Mais en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de recommandation dans la littérature. Pour ce qui est de l'exérèse en bloc, on est dans un environnement qui est très particulier, très contraint, et on n'est probablement jamais capable de faire des exérèses monoblocs. Peut-être lorsqu'on opère des carcinomes épidermoïdes, des carcinomes des fosses nasales par voie haute, on peut passer en limite saine en bloc, mais pour le reste, l'environnement est trop contraint pour pouvoir s'autoriser ça. Donc c'est de la résection par morcellement, et d'ailleurs ça pose effectivement un problème oncologique.